Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Voici les titres. Les candidats au brevet d'études du premier cycle composent demain les premières épreuves. Le ministre Yves Tchabi-Kouaro a un conseil à leur égard. Vous écouterez son message. À l'Assemblée nationale, les députés s'imprègnent d'un document de plaidoyer sur la participation politique des personnes handicapées. L'Institut parlementaire du Bénin et d'autres partenaires ont initié cette rencontre. Et puis le 12 juin de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Une occasion pour les États et acteurs impliqués de réfléchir au sort des enfants travailleurs dans le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'examen du brevet d'études du premier cycle démarre demain lundi 13 juillet sur l'ensemble du territoire national. Environ 120 000 candidats vont à l'assaut de cet examen. À leur endroit, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a délivré un message. Il est ici au micro de Alessandra Dioton. Le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20% et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80% contre un total de 145 959 l'année dernière. Les candidats composeront dans 211 centres contre 234 centres en 2021 au nom du gouvernement. Je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. On reste avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Yves Tchabi-Kouaro a été reçu sur l'émission Le gouvernement en action. Il a fait le bilan des actions menées dans son secteur depuis le début du second quinquennat du président Patrice Talon. Alessandra Dioton nous fait le résumé de son intervention. Le premier défi que tout le monde a vu en ce moment, qui était d'actualité, c'est la gestion des enseignants aspirants. Cette réalité remonte à environ 1 an, au moment de la nomination par le président de la République de Yves Tchabi-Kouaro à la tête du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Courant novembre, ils ont parlé donc de la précarité 9 mois sur 12, mais il ne s'agissait pas seulement que de cela. Par le passé, ils déploraient de parcourir plusieurs établissements pour pouvoir couvrir le nombre d'heures. Ils déploraient les 30 heures, etc., etc. Nous pouvons vous dire que la gestion récente qui a été faite de ces AME a permis de les sédentariser, ce qu'ils ont souvent demandé au gouvernement. Aujourd'hui, la priorité est à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est en vérité une révolution au niveau du système éducatif qui est en préparation, je dirais même au niveau de l'économie.
béninoise. Parce qu'elle agit sur l'homme, cette stratégie. Vous constatez avec moi que dans chaque famille, il y a des diplômés sans emploi. Des jeunes qui ont soit la licence, la maîtrise dans diverses matières générales et qui attendent un emploi. Notre système n'est pas efficace. Il faut le rendre efficace. C'est pour ça que le gouvernement a dit, désormais, il faut faire en sorte que nous inversions la tendance pour envoyer le plus d'enfants possible au niveau de la formation professionnelle de l'enseignement technique et au niveau de l'enseignement général. Donc, si on inverse, ça fait 30% et 70%. Il faut faire en sorte que ces enfants qui sortent de nos écoles techniques, de nos centres de formation professionnelle, qu'ils soient des acteurs du développement complet. 30 lycées techniques agricoles modernes, 7 écoles de métiers et 6 lycées scientifiques modernes verront le jour. Selon le ministre, l'enseignement général n'est pas pour autant mal logé. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, 1500 modules de classe et 400 blocs de latrines ont été construits au profit des collèges. La subvention par l'État pour l'exonération des frais de scolarité pour les filles est aussi une réalité. L'Institut parlementaire du Bénin a organisé à l'hémicycle un atelier à l'endroit des députés. Objectif, présenter aux élus du peuple un document de plaidoyer sur la participation politique des personnes handicapées au Bénin. Ceci en partenariat avec l'Institut républicain international, les organisations de la société civile et des associations de personnes handicapées. Nathalie Doris Olabi. Experts, parlementaires, membres d'organisations de la société civile et d'associations des personnes handicapées prennent part à cet atelier. Initié par l'Institut parlementaire du Bénin IPAB en partenariat avec l'Institut républicain international IRI, cet atelier vise à présenter aux députés de la 8e législature le document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées. De manière spécifique, il s'agira de présenter aux députés les recommandations du document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées du Bénin, de faire le plaidoyer pour la prise en compte des recommandations et d'établir les liens de communication avec le Parlement pour le suivi du plaidoyer. Dans cette démarche, il n'y a pas une meilleure institution que l'État pour avoir comme allié. En réalité, vous détenez tous les clés de votre action législative pourraient servir de moteur à ces changements qualitatifs que nous espérons. La participation politique des personnes handicapées constitue une préoccupation personnelle du président du Parlement. Étant une composante à part entière de notre nation, les personnes handicapées ont aussi le droit de participer à l'animation de la vie politique et de prétendre à des postes nominatifs et électifs afin de contribuer au développement de notre pays. Le combat pour l'inclusion politique des handicapés ne fait que commencer avec l'implication désormais de l'Institut parlementaire du Bénin. Et puis, une délégation de l'Institut républicain international était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur le document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées du Bénin. Le directeur résident de l'Institut au Bénin nous confie ici ses impressions à la fin de l'audience. Aujourd'hui, il va y avoir une présentation de document de plaidoyer des personnes handicapées. Et le président de l'Assemblée nationale a donné son bienveillance de pouvoir présenter les documents aux députés. Au parc de l'IRI, nous voudrions toujours remercier l'opportunité et le soutien du président de l'Assemblée nationale et aussi à tous qui ont été en charge pour donner aux personnes handicapées une opportunité de parler aux députés. Les documents de plaidoyer des personnes handicapées, je vais être clair, ce n'est pas les documents de l'IRI, c'est les documents qui a été fait par une association de la société civile. Donc, je pense pour tout plaidoyer, c'est bien de vulgariser les documents, donner plus d'informations sur comment on peut tous soutenir les personnes handicapées pour avoir plus d'inclusivité. L'ambiance était très accueillante et chaleureuse.
je veux répéter, je suis très remerciant par l'opportunité et je suis ému d'être ici dans ce bâtiment historique, le Parlement de la République béninoise. Le 27 mai dernier, l'Assemblée spéciale des bureaux des deux unions professionnelles des médias du Bénin a tenu un atelier. Objectif, inviter tous les acteurs des médias du service public et privé à rester soudés derrière leurs représentants. Michel Aono, acteur des médias, nous parle des tenants et aboutissants de cette rencontre au micro de Ézéchiel Diako et Elvis Tiagbe. Les organisations fêtières ont été installées depuis 2004. De 2004 à aujourd'hui, on a fait du chemin. Donc, c'est normal qu'on puisse prendre l'initiative de revoir certaines choses que nous trouvons déjà désuètes. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'il y a une volonté de faire des réformes pour que nous puissions nous adapter aux réalités actuelles. Mais dans la mise en œuvre des réformes, il y a la démarche que nous devons observer pour que ça soit accepté du grand nombre. Si ce n'est pas accepté du grand nombre, ça peut créer quelques frustrations, ça peut créer des problèmes. Nous sommes allés à l'atelier, non pas pour valider les tests des organisations fêtières, mais nous sommes allés à l'atelier pour apprécier le travail qui a été fait par le comité qui a été mis en place pour faire la relecture. Il n'est pas question d'assumer et de défendre que nous sommes allés valider les tests des fêtières. Et au cours de l'atelier, nous avons été clairs de préciser que ce qui concerne les tests des fêtières, il faut que toutes les propositions soient reversées, que ça soit transmis aux fêtières et que ça soit étudié au niveau des assemblées générales de chaque organisation professionnelle. C'est très important de restaurer cela et de restituer cela pour que l'intoxication ne prenne pas le pas. Libre cours est laissé à l'assemblée générale du CNPA Bénin et à l'assemblée générale de l'UPMB que les membres de ces organisations, à jour de leur cotisation, répondent aux assemblées générales et fassent leurs observations par rapport aux propositions du comité qui a fait le travail de relecture des tests. Et c'est seulement les membres actifs, à jour de leur cotisation à l'assemblée générale, qui peuvent passer à l'adoption des nouvelles modifications. Donc on peut dire qu'à l'heure où nous parlons, aucun test d'une fêtière n'est encore modifié et que les modifications pourraient intervenir si en assemblée générale de chacune des organisations professionnelles, les membres actifs accordaient leur violon. Et puis, carnet noir dans ce journal, c'est avec une grande émotion que le président, le collège des conseillers et le personnel de la HAC a appris le rappel à Dieu de Théophile Nata, ancien président de la HAC, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Avec cette disparition, le Bénin vient de perdre une éminente personnalité qui a rendu de loyaux services à la nation. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Condoléances à la HAC. Message signé du secrétaire général de la HAC, Julien Pierre Akpaki. Triste nouvelle donc pour le monde politique et surtout pour la presse nationale. La rédaction de la télévision nationale s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et revient sur son parcours dans ce commentaire signé Ghislain Poguet. Je suis conscient que je ne suis pas le seul et qu'il y a des milliers de Béninois qui pouvaient être à ma place. Il est mort. Théophile Nata, le président de la 3e mandature de la HAC, est décédé ce samedi 11 juin 2022. Il a occupé de hautes fonctions politiques, notamment dans différents gouvernements du général Mathieu Kérékou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre du Développement rural, ministre de l'Agriculture, député plusieurs fois et 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Théophile Nata a siégé au Parlement panafricain. Le Grand Croix de l'Ordre national du Bénin est diplômé de Sorbonne en France, a donné des cours de littérature et de linguistique à l'Université du Bénin. L'ancien pensionnaire du petit séminaire Sainte-Jeanne d'Arc de Ouida a fini sa course terrestre à 75 ans. Il était marié et père de 5 enfants. Et dans le reste de l'actualité, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou Alibori est descendue dans les marchés de Parakou. Objectif, faire respecter les mesures d'atténuation du gouvernement en lien avec l'arrêté interministériel du 19 mai sur l'huile raffinée. Dorcas Tito Tchalidji et Michael Noati. Le litre doit être cédé au consommateur final à 1 300 francs.
Force doit rester à la loi. Dans les marchés de Parakou, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Liborie veille au respect strict des mesures gouvernementales. Nous avions sillonné toutes les boutiques du marché dépôt. Nous avions constaté, que certaines femmes vendent le litre d'huile végétale à 1300 francs. Donc ce qui veut dire que la mesure du gouvernement, le prix plafonné par le gouvernement de l'arrêté interministériel du 9 mai 2022 est quand même respecté. Nous avions aussi fait un constat que certaines le vendent au-delà de 1300. N'ayant pas de quantité suffisante, nous n'avions pas procédé ni à la saisie ni à une convocation. Nous avions déjà sur place assisté ces dames à vendre le litre à 1300. Mais nous sommes allés dans une boutique où le stock était important. Automatiquement, nous avions scellé la boutique. Un suivi régulier de l'application de cette décision sur le terrain met en confiance les populations. Je suis maintenant convaincue que l'État est sur le terrain et il fait son travail. Franchement, moi j'ai apprécié. Et si vous pouvez vraiment sensibiliser les gens, ce sera bien. Parce qu'il y a des vendeuses qui mettent les prix là anarchiquement. Même quand l'État régularise les produits, elles vendent comme elles veulent. Le 113 et le 166 sont les numéros verts à contacter pour dénoncer tout contrevenant à la présente décision gouvernementale. Depuis l'avènement des machines agricoles, la révolution verte est résolument en marche et au niveau de la Société nationale de mécanisation agricole, on mise sur la proximité. Une équipe de la société était en campagne de démonstration et de vente à Ndali. Giscard Akouvi et Enoch Rumpati. Des machines agricoles neuves directement sorties des usines en pleine démonstration dans une ferme à Kakara dans la commune de Ndali. Bienvenue à la campagne de démonstration et de vente de la Sonama, la Société nationale de mécanisation agricole. À la Sonama, nous avons beaucoup de nouveaux matériels que le gouvernement souhaite que nous mettions à disposition des agriculteurs. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons vers eux et nous leur présentons ces matériels-là dans les champs. Ça leur permet de les utiliser et de les voir au travail et s'ils sont intéressés, de les acheter immédiatement. En se déplaçant pour une démonstration ou pour une livraison terrain, la Sonama déploie son staff technique. Ici, le démontage, le montage et l'utilisation ne sont plus un secret pour les producteurs. Donc, chaque fois que nous ferons des opérations terrain, les agroéquipementiers seront là pour expliquer, pour présenter aux agriculteurs comment on utilise les équipements. Aujourd'hui, à la Sonama, nous avons certifié à peu près 80 mécaniciens. Nous sommes aussi en train d'installer des centres qui nous permettront d'avoir des pièces détachées à proximité. Notre but, c'est de faire en sorte que pour tout agriculteur, à moins de 2 heures de chez lui, il ait une solution pour la réparation mécanique. Nous avons dépassé l'étape des daba. À l'aise des matériaux, on emblase plus de 40 à 50 hectares. Avec les daba, c'était 2 hectares à 3 hectares. Il n'y a pas cette personne qui peut faire avec les daba 4 hectares. Je souhaite une longévité pour la Sonama. Cette livraison à proximité est une opportunité saisie par de nouveaux acquéreurs. J'ai déjà couru partout, je n'ai pas trouvé ça. On m'a dit d'aller au front là-bas. Voilà, je ne connais pas là-bas à personne. Maintenant, comme ça arrive devant, au milieu de moi, là, j'ai payé, ça va m'aider dans ma vie. Avec l'utilisation de ces machines, la Sonama entend révéler davantage le potentiel de la terre aux producteurs en réduisant la main-d'œuvre et en emblavant plusieurs hectares à moindre coût. Clôture de la 7e réunion statutaire du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest. Durant 3 jours, les participants ont mené des réflexions et accouché de plusieurs recommandations. Les résultats des travaux sont présentés dans ce reportage signé Ola Rodrigue Babagbeto et Bruno Hotepo. De nombreuses recommandations sont à mettre à l'actif de cette 7e réunion statutaire du comité régional des semences et plants d'Afrique de l'Ouest. Premièrement, travailler à fusionner et à diffuser désormais un seul catalogue d'espèces et variétés végétales. Intensifier la sensibilisation et la vulgarisation des tests relatifs au secteur des semences.
Le rapport pondu par ses participants doit permettre la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée sur les semences, une mission accomplie pour le pays hôte et les 3 organisations sous-régionales présentes à la rencontre. Sur les 17 membres statutaires venant des États, nous avons eu 15 présents. Donc ça dénote de l'engagement des États et nous allons compter sur cela pour capitaliser pour d'autres intrants. Je voudrais présenter à vous tous qui avez pris part aux travaux mes sincères félicitations pour les échanges fructueux et le partage d'expériences qui ont prévalu au cours de ces 3 jours de réunion. Vous conviendrez avec moi que beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire et le secteur privé est invité à se joindre aux gouvernants de chaque État membre pour accélérer la mise en œuvre effective de la réglementation régionale harmonisée sur les semences, gage d'un accroissement de la productivité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et puis le 12 juin de chaque année, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Un événement qui donne l'occasion aux États et aux acteurs impliqués dans le respect des droits des enfants de repenser la lutte. Dans le reportage qui va suivre, Ariane Da Silva vous propose un zoom sur l'arsenal juridique qui existe au Bénin pour promouvoir le droit des enfants. Plus de 160 millions d'enfants sont exploités à travers le monde. C'est le résultat d'une enquête réalisée en 2020 par l'OIT et l'UNICEF. Le rapport OIT-UNICEF a révélé que les pays les plus touchés sont les pays subsahariens. Des enquêtes du genre ont aussi été réalisées au Bénin. En 2008, une enquête qui avait été réalisée par l'INSAE a révélé que plus de 34% des enfants se retrouvent dans le monde du travail. En 2014, l'enquête que nous avons nommée le MIX a révélé que 52,5% des enfants se retrouvent toujours dans le monde du travail. À cela s'ajoute l'enquête réalisée dans les 3 grands marchés du Bénin, à savoir Dantopa, Wando et Arzeke, qui a révélé que plus de 7882 enfants sont exploités dans nos grands marchés du Bénin. Face à ces statistiques peu reluisantes, le Bénin n'est pas resté insensible. Un arsenal juridique existe pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Le Bénin est parti à la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des enfants de 89. Le Bénin a ratifié cette convention-là. Et donc cette convention proscrit le travail des enfants. Mais après avoir ratifié cette convention au niveau international, le Bénin est allé loin également en ratifiant ce qu'on appelle la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Chez nous, au Bénin, on va dire le premier instrument qui permet de parler de l'enfant, de protéger l'enfant, c'est la Constitution du Bénin. La Constitution du Bénin dit que l'enseignement primaire est obligatoire et que les enfants doivent pouvoir bénéficier de l'accès plein à l'éducation. Avec l'adoption du Code de l'enfant, le Bénin a désormais un instrument majeur de protection des droits des enfants. Il n'est pas rare de voir des enfants qui n'ont pas l'âge requis et qui travaillent sur des chantiers à transporter du sable ou des ciments, ou encore des enfants qui sont exploités dans des champs. Et donc le code pénal adopté en 2018 vient réprimer également ces pratiques-là. L'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants a pour thème la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Une thématique qui incite à un investissement accru dans les systèmes et régimes de protection sociale. Environ 300 tonnes de munitions obsolètes détruites par les forces armées béninoises à Tan dans la commune de Djidja. Cette opération marque le lancement de la campagne de destruction des munitions stockées depuis plusieurs années et qui encombrent les magasins sans servir à l'armée béninoise. Responsables des forces armées béninoises, représentants de l'ambassade des États-Unis, militaires, officiers et sous-officiers ont assisté à la cérémonie. Mirabel Akpaki et Judicaël Aïna. Stock d'armes et munitions obsolètes d'environ 300 tonnes destinés à être détruits. Le site de Dan, un arrondissement de la commune de Djidja, accueille l'opération. Le processus répond aux dispositions de la Convention sur les armes légères et autres matériels connexes. Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la dite Convention, la sécurité physique et la gestion des stocks constituent l'une des priorités inscrite
à l'axe numéro 3 du plan quinquennal 2020-2024 adopté par la Commission nationale. Cette campagne de destruction d'armes et de munitions obsolètes est financée par le Bureau pour la réduction et l'élimination des armements du département d'État américain. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour assister à la destruction d'armes légères et de petits calibres excédentaires. La destruction des systèmes portatifs de défense aérienne, ou MANPADS, est particulièrement importante compte tenu de la menace qu'ils représentent lorsqu'ils sont entre les mauvaises mains. L'étude qui a abouti à cette opération date d'environ 6 ans. Commanditée par le gouvernement, elle a révélé le danger d'explosion et les risques que constitue le stockage des munitions. Des conclusions de cette visite de surveillance technique qui s'est déroulée courant 2016-2017, il ressort que plus de 10 000 armes démodées encombrent les magasins et près de 400 tonnes de munitions sont devenues obsolètes. Les magasins d'armes et dépôts de munitions pourraient faire l'objet d'actes de malveillance ou d'agression, de détournements et vols orchestrés par des groupes criminels organisés et des groupes armés terroristes. Pour aider le Bénin à assainir ses stocks d'armes, c'est l'ONG Mines Advisory Group, en abrégé MAG, qui a été sollicitée. Pour la réussite de sa mission, elle a collaboré avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Maladie génétique rare, le nanisme est une condition de vie pas facile à assumer. Elle se manifeste par une insuffisance de croissance. À l'exception de quelques humoristes, les personnes de petite taille sont peu visibles dans la société. Cécile Gounadon, Ezekiel Diakor et Emmanuela Agbissi se sont intéressés au sujet. J'ai remarqué que je ne grandissais plus, je crois, au C1. Être de petite taille n'est pas un détail. Cela se remarque aisément dans la société et pour certaines personnes de taille inférieure à la normale, c'est de la fatalité. Pour d'autres, c'est une mer à boire, une situation amère. Sauter ou un peu grimper sur la chaise avant de s'asseoir sur le banc de l'école ou sur la chaise de l'école. Là, pendant que d'autres amis s'asseyaient normalement, là, ça commençait par faire un tic dans la tête et c'était devenu un peu plus compliqué parce qu'il fallait maintenant assumer le regard des amis sur soi ou les moqueries des amis sur soi. Donc là, ça devenait un peu plus compliqué. Souvent, quelques-unes de ces personnes, malgré le regard de la société, arrivent quand même à s'en sortir grâce au soutien de leurs proches. Si la famille déjà ne t'accepte pas, au dehors, on ne t'accepte pas, tu auras du mal à t'afficher. Moi, je peux dire que c'est grâce à ma famille que j'ai pu quand même sortir ma tête de l'eau, je veux dire. Dans le monde sportif, artistique et cinématographique, les personnes de petite taille ont une grande valeur. Il y a des films en Yoruba, en Hollywood, quand vous regardez, il y a des nains souvent qu'on présente. Quand vous les voyez souvent intervenir, on a envie de les écouter. Donc le rôle qu'on les donne permet d'augmenter l'audimat. Le nanisme n'est ni un crime, ni une maladie contagieuse obligeant à vivre en isolement, en quarantaine ou en autarcie. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Béninois, chers compatriotes, le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits,
dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%, et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière, d'où une baisse de 26 213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96%. Il résulte, pour le compte du BEPC session de cette année 2022, que les candidats composeront dans 211 centres contre 234 centres en 2021, soit une réduction de 23 centres de composition. Je tiens à rassurer que cette baisse du pourcentage des inscrits n'a absolument aucun lien de causalité avec une quelconque déperdition scolaire. Cette baisse se justifie par un faisceau de facteurs dont il convient de souligner le plus significatif. En effet, il s'agit de faire observer que la maîtrise du rythme scolaire depuis l'éradication des mouvements de débrayage et de grève a permis de ramener la stabilité dans le système. Stabilité dont les fruits commencent à mûrir, avec comme illustration tangible le taux de réussite relativement important, pour ne pas dire inédit, de 60,50% de l'année dernière. Le gouvernement s'honore particulièrement de ce taux de réussite, tant si bien que nous avons pris toutes les dispositions pour maintenir le cap. La sortie de formation de 50 inspecteurs de l'enseignement secondaire et technique immédiatement affectés dans nos 12 départements est un ultime indice de la quête inlassable de la performance par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, avec la cinquantaine d'inspecteurs déployés dans mon sous-secteur, une nouvelle dynamique a été insufflée dans le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique de nos lycées et collèges, ce qui induit un dispositif de renforcement des capacités des candidats. Les remédiations nécessaires ont été opérées par la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité d'IPIC, et les pools d'inspection délégués ont été mis à contribution pour porter les savoirs des candidats au plus haut niveau. Tous les signaux sont donc au beau fixe. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de juin 2022, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de notre capacité collective à faire preuve d'abnégation et de discipline quand il s'agit de l'avenir de nos enfants. À l'occasion, j'exprime mes encouragements à nos partenaires sociaux pour le sens élevé de sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation à cet égard. Au nom du gouvernement, je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. Aux chefs de centre, surveillants de salle et autres personnes impliquées dans l'organisation des examens, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l'examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d'état de nuire
tous ceux qui tenteraient de s'adonner à cette basse besogne. À vous tous, je souhaite courage et plein succès pour nos candidats. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie.